Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Clément Francombe, le directeur de la société Itocat. Elle a été créée en 2014. Donc, de base, moi, je suis issu de Polytech Lille. Je devrais vous parler déjà un peu. Je suis sorti en 2009, il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place. J'ai un parcours plutôt grosse boîte. Puis en fait, pour être honnête, ça m'a saoulé. Et j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et voilà ce que je me suis dit que Bitcoin c'était un super sujet. Alors, je sais que vous venez tous d'informatique. C'est des présentations plutôt de haut niveau. Donc si vous voulez poser des questions sur la techno, sur comment ça fonctionne à l'intérieur, n'hésitez pas. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est que Bitcoin c'est avant tout un protocole. C'est aussi une méthode. Derrière, vous avez une méthodologie qui s'appelle la blockchain, qui vous permet d'organiser votre information de transaction de façon très sûre. Et le troisième pilier de Bitcoin, c'est son infrastructure. Vous avez un réseau de machines dans le monde entier qui est là pour sécuriser ce réseau. Alors, comment ça marche? Vous faites des transactions à l'aide de cryptographie. Grosso modo, vous avez des comptes et vous allez signer algorithmiquement une transaction qui va envoyer de l'argent, en l'occurrence des bitcoins, à un autre compte. La façon de vérifier ça, c'est qu'en fait, on utilise un réseau de machines à travers le monde entier qui possède une copie de toutes les transactions du monde entier. Vous avez un grand livre des comptes dans lequel vont être stockées toutes les transactions du monde, et toutes les 10 minutes, c'est un peu comme si on tournait la page. C'est-à-dire qu'on va aller sécuriser toutes les 10 minutes le contenu d'un bloc, le contenu d'une page. On appelle ça blockchain parce que c'est une suite de blocs. Au sein de ces blocs, vous avez un nombre non défini de transactions. Ça peut être 0 et ça peut être peut-être pas une infinité, mais vous avez des limites physiques rapportées au stockage. Mais grosso modo, cette façon de faire permet d'avoir un coût de transaction de l'ordre de 2 centimes la transaction. Ensuite, sur ce réseau, pour pouvoir le démarrer, il faut une incitation à l'utiliser et à le sécuriser. L'incitation à l'usage, c'est juste que globalement, ce réseau, c'est un peu comme du BitTorrent, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limite géographique. La monnaie Bitcoin, elle peut être échangée partout dans le monde. Il n'y a pas de restriction de géographie, il n'y a pas de restriction particulière. C'est ça qui en fait sa force. Donc vous pouvez avoir des gouvernements comme les nôtres qui sont plutôt permissifs. Vous avez d'autres gouvernements qui sont un peu moins permissifs. Je pense à des pays assez proches de chez nous qui ont fait des invasions dans des pays très très proches. Donc dans ces gouvernements-là, vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser cette monnaie de façon libre et non contrôlée. Ensuite, pour pouvoir faire en sorte que ce réseau fonctionne, donc vous avez au début un mécanisme de mise à disposition de réseau, c'est-à-dire vous participez en tant que... si vous voulez faire des transactions, vous devez faire part du réseau. Et en faisant part de ce réseau, vous le sécurisez. Parce qu'en fait, vous allez copier l'intégralité des données qu'il contient, et c'est comme ça qu'il se sécurise, en partie. Donc vous avez cette notion de redondance, en fait, qui fait que chacun des individus du réseau va faire la redondance du réseau. Le second point, c'est que je vous ai parlé des 10 minutes. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une course mathématique. Vous avez ce qu'on appelle des mineurs. Donc, ce sont des ordinateurs dont le rôle est uniquement de sécuriser le réseau. Ils vont, en gros, pour faire simple, vérifier les transactions qui sont là et leur assigner une preuve de travail. Cette preuve de travail, elle est en SHA-256, pour ceux à qui ça parle. Elle vous permet
de garantir qu'il y a un effort algorithmique important qui a dû être dépensé pour vérifier ces transactions. Une fois que cet effort algorithmique a été rempli, on obtient une preuve. Cette preuve, on la stocke dans le réseau, et c'est le premier qui a stocké cette preuve qui obtient la récompense des bitcoins. Toutes les 10 minutes, en ce moment, vous avez 25 bitcoins qui sont récompensés de cette façon-là. Ces 25 bitcoins sont issus de la génération monétaire, c'est-à-dire qu'ils sont issus de nulle part. On les génère, tout simplement. Vous les recevez, et en fait, globalement, ce que ça fait, c'est que ça dévalue la valeur du réseau, puisque c'est un peu comme vous imprimez des billets en euros. Chaque fois que vous en imprimez, vous diminuez la valeur d'un billet. En Bitcoin, c'est la même chose. Au tout début, on était à 50 bitcoins toutes les 10 minutes, maintenant 25, et l'été prochain, on va passer à 12,5. Vous avez la courbe qui est en haut, donc là, on est plutôt vers les 14. On est à 14 millions d'unités de bitcoin, et en 2030, on va atteindre quasiment la limite maximale de 21 millions d'unités. Bon, là, vous allez me dire, 21 millions d'unités, ça parle pas beaucoup, je suis assez d'accord avec vous. 21 en fait c'est une référence à la quantité d'or globale disponible dans le monde entier. Si je dis pas de bêtises, ça représente un cube de 21 mètres sur 21 mètres d'arrêt. Donc c'est juste pour représenter le comportement assez proche de celui de l'or, c'est-à-dire que l'or est en quantité finie sur Terre. Et les créateurs du Bitcoin ont considéré qu'une monnaie avait de la valeur dès l'instant où elle était de quantité finie. Ils ont voulu représenter le comportement de l'or à travers ce schéma. Donc ce qui va se passer, c'est que la dévaluation monétaire va diminuer d'année en année et on va finir par avoir un réseau stable en valeur. Alors en valeur interne. Parce qu'après, vous avez la valeur un peu externe, c'est-à-dire quelle est la valeur que nous, on donne au Bitcoin. Alors je regarde juste ce que j'ai mis après. Ouais, ok, je vais juste finir sur ça. Globalement, voilà, vous avez un système, donc on récompense les acteurs du réseau par la dévaluation du réseau lui-même. Et ce qu'on fait, c'est qu'aussi chaque transaction va avoir des frais. Comme je vous l'ai présenté là, il y a 10 puissance moins 5 bitcoins à peu près qui sont attribués à chaque transaction, sachant qu'aujourd'hui c'est 400 € en bitcoin, on est à peu près à 2 centimes d'euros. Donc l'idée c'est qu'à terme, le volume de transactions soit suffisamment important pour venir compenser le manque à gagner de la génération monétaire qui va descendre d'année en année. Donc l'idée c'est de compenser par un volume de transactions tout en plus grand. Ce qui est le but de Bitcoin, puisque le but de ce réseau c'est de fonctionner à échelle planétaire. C'est pas de fonctionner dans un pays, c'est de fonctionner vraiment globalement. Aujourd'hui, pour vous faire un équivalent, Bitcoin en ce moment traite à peu près 200 000 transactions par jour. Le réseau Visa en traite plutôt 173 millions par jour. Donc il y a un ordre de grandeur de mi à peu près. Sachant que le réseau croît d'à peu près 100% en ce moment par an. Donc l'année prochaine ce sera 400 000 par jour, l'année prochaine ce sera 800 000, etc. On estime qu'il faudra à peu près une dizaine d'années pour rattraper le réseau Visa. 10 ans c'est à la fois court et long. C'est-à-dire que si vraiment la tendance se poursuit de cette façon-là, il est vraisemblable que ça va accélérer vers la fin, puisqu'en fait on va anticiper que le réseau Bitcoin va atteindre cet objectif de rattraper le plus grand réseau de paiement du monde. Du coup, le défi, ça sera plutôt dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire que est-ce qu'on va arriver à la moitié de ce parcours, ou est-ce que ça aura une tendance différente? Alors en ce moment, ce qui est assez tendance, et là, vous allez rien voir, super. C'est de parler des usages dérivés. Donc vous avez l'aspect monétaire qui est un sujet à lui tout seul super vaste, c'est-à-dire quid des gouvernements, quid des banques centrales, qui contrôle tout ça, qui ne peut pas contrôler tout ça. Puisqu'en fait, vous avez un réseau pair à pair. Ce réseau pair à pair, vous ne pouvez pas mettre la main dessus. Je ne sais pas si vous connaissez le Pirate Bay. Il y a des majors qui essayent de l'attaquer jour et nuit depuis 10 ans, qui ont à peine réussi au bout de 10 ans. Sachant que Pirate Bay a un point central de contrôle. Dans Bitcoin, vous n'avez pas de point central de contrôle, c'est un réseau autogéré. Donc du coup, si déjà des gens qui ont beaucoup de moyens et qui légalement c'était clair et net que Pirate Bay était contre la loi, et qu'ils ont mis 10 ans à réussir à faire quoi que ce soit contre eux,
vous laisse imaginer ce qu'un réseau sans contrôle central peut faire. Ça va être vraiment beaucoup plus dur, il va falloir vraiment beaucoup plus de moyens. Donc là, ce que vous ne voyez pas sur la slide, c'est tous les cas d'usage. Pour l'instant. Donc, grosso modo, vous avez quoi? Vous avez un réseau qui permet de regrouper de la confiance à un endroit sûr. On fait une transaction de vous à moi. On fait confiance soit à nous deux, c'est-à-dire je vous donne un billet et vous me donnez un objet en échange, ou un bien, un service, peu importe. Quand vous faites ça sur Internet, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu un petit souci avec une livraison eBay. C'est pas très plaisant et puis vous avez là un problème de confiance. Vous payez, vous ne savez pas si vous allez l'avoir, vous ne savez pas dans quelles conditions, vous ne savez pas si l'objet sera conforme. Ce que vous pouvez faire avec Bitcoin, c'est que vous pouvez déposer des Bitcoins sur un compte et ce compte il va être opéré par 3 personnes. Vous, la personne vers laquelle vous faites une transaction et ce qu'on appelle un oracle, un tiers de confiance central de type eBay. L'avantage en Bitcoin, c'est que l'argent est logiciel. Donc vous pouvez l'envoyer sur un compte et de façon, votre programme va posséder l'argent. En fait, c'est le programme lui-même qui va le posséder. Donc sur cette transaction que vous allez faire, vous allez payer sur ce compte intermédiaire, ce compte de séquestre, qu'on appelle plutôt en euros, et vous allez attendre que l'individu vous livre l'objet. Si jamais l'objet est bien reçu, vous déclarez que vous avez bien reçu l'objet. Dans ce cas-là, vous arrivez sur cette transaction, vous la signez, vous dites c'est bon, j'ai bien reçu l'objet. La personne en face va signer également, dire c'est bon, je suis d'accord pour recevoir les sous. A priori, lui, il a plutôt intérêt à le faire tout de suite, ça. Et la transaction se déclenche. Si jamais vous avez un conflit avec cette personne-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu l'objet, dans ces cas-là, vous allez avoir un tiers de confiance qui va intervenir, quelqu'un qui est neutre dans la relation, qui n'a pas d'intérêt à favoriser l'une ou l'autre partie, mais juste à ce que la relation globale se passe bien. Il va venir et regarder quelles sont les traces, quelles sont les possibilités, quelles sont les façons de savoir si l'objet a été délivré ou pas. Selon son jugement, il va décider soit de renvoyer l'argent d'où il vient, soit de valider le paiement. Non, moi je suis de mauvaise foi, j'avais reçu l'objet mais j'ai dit que je l'avais pas reçu et en fait il y a une preuve comme quoi je l'ai reçu. Ou l'inverse, l'objet n'a jamais été envoyé, il n'y a pas de preuve. Donc ça permet d'avoir des rôles assez définis. Et cette façon de faire vous permet d'éviter de passer par un tiers de confiance coûteux. Parce que la seule chose qui va faire ce tiers de confiance, c'est de vérifier que tout se passe bien et seulement quand on en a besoin. Aujourd'hui, eBay prend une commission tout le temps. Et plutôt conséquente. Du coup, vous pouvez tout concentrer sur un seul logiciel qui va tout faire. Donc ça, c'est un des premiers cas d'usage qui utilise la monnaie. Mais vous pouvez aller un cran plus loin. Imaginez quand vous faites un virement bancaire, vous avez un intitulé de virement. En blockchain, en Bitcoin, c'est pareil. Vous avez la possibilité, ça s'appelle OP-Script, vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Bon, il n'est pas très long, il fait 60 octets. Dans cet OP-Script, vous pouvez inscrire à peu près n'importe quoi. Donc, imaginez, vous tirez une preuve numérique d'un document de type contrat. Par exemple, vous faites un contrat avec quelqu'un, vous louez votre voiture pour une journée. Vous signez, numériquement ou pas, et vous mettez ce document, dans une fonction qui génère une somme de contrôle, donc un hash par exemple, et prenez ce hash, vous le mettez à cet endroit-là. Là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce hash est unique pour votre document. Si vous changez un tout petit peu, le hash va être grandement changé. Si vous mettez un autre document, le hash va être différent. Donc, vous avez un mécanisme qui vous permet de garantir la temporalité et l'intégrité des informations que vous avez mis à un moment donné. Ce contrat, il aura été fourni au réseau à un instant T, et ça aurait été lui et pas un autre. Si vous le modifiez, ça modifie le hash. Donc on ne pourra pas vérifier une copie, en fait, une copie modifiée de ce document.
ce sera seulement l'original qui sera certifié. Donc là, vous pouvez avoir un système quasi gratuit à votre disposition, de 2 centimes par transaction, qui vous permet de valider tout un ensemble de choses. Donc, globalement, c'est de la confiance. Donc, c'est sûr que ce mot-là, c'est un peu vague. C'est pour ça qu'il y a tous ces exemples. Vous pouvez certifier votre diplôme, enfin, futur diplôme, du coup. Vous pouvez certifier des contrats, vous pouvez certifier des prêts immobiliers, vous pouvez certifier des transactions financières, des achats d'actions, à peu près tout en fait. Et le mieux étant de commencer par les transactions qui coûtent très cher. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu une idée du genre de cas d'usage qu'on peut avoir. Ça, c'est l'écosystème actuel en Bitcoin. Donc vous avez tout en haut les wallets, donc ce sont les porte-monnaies. Donc grosso modo, vous avez dans votre poche l'équivalent d'une banque. Ça, c'est plutôt pratique. Ça vous permet de faire tout ce que vous voulez avec votre argent sans avoir besoin d'interagir avec un humain, dans le cas où c'est pas nécessaire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des galères de virement, ou genre juste vous ne pouvez pas en faire parce que votre banque a décidé que ça ne serait pas possible. Ça m'est déjà arrivé, c'est un peu compliqué, c'est un peu pénible, c'est le temps d'ajouter un RIB en général. Là, vous n'avez pas ce problème, vous pouvez le faire. Après, effectivement, il faut avoir confiance dans le logiciel que vous utilisez. Donc en général, il y a une préférence pour les logiciels open source à ce niveau-là. On peut voir un peu ce qui se passe dedans et on peut nous-mêmes l'intégrer, ce qui est plus rassurant. Après, vous avez les échangeurs. Les échangeurs, ça vous permet de convertir des euros en Bitcoin, des dollars en Bitcoin. Vous pouvez même imaginer convertir des euros en dollars, mais à travers Bitcoin. Ça peut être beaucoup plus rapide que de faire ça à travers des banques. Ça peut parfois être moins coûteux, notamment dans des pays où l'accès aux finances mondiales sont plus compliqués, par exemple en Chine. Si vous allez en Chine et que vous passez par un système comme ça, vous allez économiser environ 6% sur la transaction. Sur des euros, c'est pas très grave, mais sur plus, ça peut être intéressant. Après, vous avez les services financiers. Grosso modo, les services financiers, c'est de l'applicatif qui aide tout type de transaction à aller plus vite, à aller mieux. C'est un peu ce que j'ai décrit à l'instant. Ça vous permettait de transférer de la valeur à travers le monde. Le processeur de paiement, là, c'est plutôt orienté justement paiement. C'est une partie du service financier qui fait vraiment qu'une seule chose, c'est le paiement. C'est ce que fait par exemple Tocat. On garantit qu'une transaction Bitcoin va bien se passer. Et derrière, on va assurer d'autres services. Enfin, le mining. Le mining, c'est tout ce qui est sécurisation du réseau Bitcoin. C'est de l'infrastructure qui permet de faire des calculs à toute allure, qui vous permettent de garantir que le réseau va bien fonctionner. Alors, sur le mining, pour vous faire une idée, je crois que c'est l'année dernière, peut-être il y a 2 ans, ça fait peut-être longtemps. Grosso modo, le réseau Bitcoin en puissance de calcul a dépassé d'un facteur 10 les 500 plus puissants supercalculateurs du monde. Donc si demain vous installez l'algorithme Bitcoin sur les 500 ordinateurs les plus puissants au monde, vous arriverez à 10% de la puissance du réseau Bitcoin. Sachant que la puissance grandit chaque année au-delà de 100%. Bon, je vous laisse imaginer que ça va être dur à rattraper. Pourquoi c'est beaucoup plus rapide? Pourquoi ça peut être plus rapide? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Bitcoin, c'est devenu suffisamment rentable de faire des calculs en Bitcoin pour que des gens fondent des puces qui vont faire que ça. Donc, quand vous avez votre CPU, votre processeur ordinateur, il est prévu pour faire des instructions différentes. Je crois que c'est 512 dans mes souvenirs. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous faites du Bitcoin là-dessus, en gros, vous allez utiliser quelques fonctionnalités de votre CPU, mais il y a la plupart des zones du CPU qui ne vont pas être utilisées. Si vous utilisez un GPU, donc plutôt processeur graphique, vous avez la possibilité de recombiner des zones de traitement et vous serez 10 fois plus efficace. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un ASIC. Attendez, entre deux, il y a FPGA.
FPGA, c'est un processeur que vous pouvez reprogrammer en fait. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Vous pouvez remplir toute sa surface d'un algorithme que vous décidez. Là, ça commence à devenir assez efficace. Vous avez votre zone de calcul qui est quasiment intégralement remplie, c'est pas mal. Et si vous voulez aller encore un cran plus loin, vous reprenez cette puce, mais là vous la fondez et vous la gravez beaucoup plus petit de façon à mettre plusieurs puces au même endroit. Et ça vous fait une surface de calcul qui augmente. Donc aujourd'hui, on en est à cette dernière étape. On fait des puces spécialement conçues pour le réseau. Ça c'est juste pour vous dire que grosso modo, au début, les relations avec les banques étaient assez tendues, comme vous pouvez le deviner. Et désormais, c'est plus si vrai. Nos premiers clients sont des banques en fait. Donc c'est assez paradoxal, parce que nous on pensait que c'était plutôt l'opposé en fait. Parce qu'en fait, les banques se disent, potentiellement, au début ils pensaient que c'était une blague. Ouais, c'est marrant le petit réseau de geeks là. Ça fait rire. Sauf que là, ça fait un peu moins rire. Parce que ça marche de mieux en mieux. Du coup, elles se sont dit, au début, il y a du déni. Après, il y a un peu de colère. Et puis après, de toute façon, le réseau, il n'a pas l'air de s'en aller. Alors on va faire avec. Et du coup, grosso modo, ce qu'elles font, c'est qu'elles étudient comment il fonctionne. Elles essayent de voir quel rôle elles pourraient avoir. Donc, dans un monde pur Bitcoin où on paye tous en Bitcoin, il n'y a plus que le Bitcoin qui existe, effectivement, la gestion des comptes, ce sera un peu moins leur rôle. Mais vous avez tous les services de valeur ajoutée qu'il y a au-dessus que Bitcoin ne peut pas forcément assurer, c'est-à-dire par exemple les prêts d'argent. Vous ne pouvez pas en Bitcoin être en négatif. Vous ne pouvez déplacer que la valeur que vous avez vous-même. Donc vous avez besoin de tiers qui vont vous prêter de la valeur. Et du coup, la relation que vous allez avoir avec lui va nécessiter de la confiance. Vous allez avoir besoin de savoir que lui va vous rembourser un jour. Et ça, Bitcoin ne peut pas vraiment vous aider parce que s'il n'a pas les sous, il n'a pas les sous. Du coup, il y a cette transformation, un peu cette étude avec les banques qui est assez intéressante. Puisque du coup, ça renforce le réseau. Donc, plus les banques s'y intéressent et plus le réseau se renforce. Donc nous, dans notre société, on croit beaucoup au fait que cette techno n'est pas prête de partir. Vous avez la monnaie qui n'est pas forcément quelque chose de très sûr. On ne peut pas prédire ce que va devenir Bitcoin, la monnaie. Tout ce dont on est quasiment sûr, c'est que la technologie et la façon de s'organiser derrière, elle risque de perdurer vraiment très longtemps. Preuve en est qu'il y a d'autres réseaux qui se développent aujourd'hui, donc environ 750. La plupart sont des copycats, donc ils ont pris le code source qui est open source, ils l'ont copié, ils ont démarré leur réseau, ils ont fait « voilà, super réseau ». Sauf que vous n'avez pas toute la puissance de calcul qu'a Bitcoin derrière vous, et il n'y a pas toute la confiance, en fait, c'est assez marrant. Il n'y a pas toute la confiance qui a été générée par le fait que ça fait 6 ans que Bitcoin tourne. 2009, quelle année 2007, voilà, c'est un peu plus. Du coup, voilà. Vous avez ensuite des réseaux qui sont différenciés par leur algorithme. Ils sont différenciés, donc aujourd'hui vous avez SHA-256, vous avez Litecoin par exemple, qui était parmi un des premiers à avoir un algorithme, c'est Scrypt. Et puis après vous avez tout un tas de monnaies qui a dérivé, qui a pris tous les algos possibles, qui sont mis ensemble, recombinés. Lui, c'est plus sûr d'en avoir 25, donc hop, on en met 25. Pourquoi pas, mais aujourd'hui SHA est déjà très très bon. Alors, donc, là je vais passer à la presse de notre boîte. Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est un problème de coût de transaction. Aujourd'hui, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, les transactions coûtent cher. Pourquoi? Parce que vous avez un fort besoin de confiance. Vous avez des acteurs qui ne se connaissent pas, donc plusieurs banques différentes, des fournisseurs de solutions, Visa, Mastercard. Vous avez tout un empilement de couches que vous ne connaissez pas forcément. Chacune prenne leur part un peu du gâteau. Et vous avez aujourd'hui un système assez complexe de finances mondiales qui, certes, marche quand même plutôt pas mal, mais qui a un coût assez important. L'idée ici, c'est d'essayer de tout factoriser sur du logiciel pour que ça coûte le moins cher possible aux individus qui s'en servent ou aux entreprises.
Donc nous on s'est dit, pourquoi pas proposer aux entreprises de recevoir des bitcoins. Ouais, génial, on essaye. Ouais, mais je m'en fous, ton truc là je connais pas, qu'est-ce que c'est que ce machin, on te le dit. Moi je veux des euros, la vraie monnaie c'est l'euro. Bon, ok. Donc du coup on s'est dit, ben, pourquoi pas proposer de recevoir des bitcoins, mais derrière il y a une conversion automatique qui est faite en euros et qui est garantie. Ben, grâce à ça c'est un peu mieux. C'est-à-dire que là on propose une sorte de nouveau moyen de paiement, mais derrière l'entreprise reçoit bien des euros. Donc physiquement, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça c'est un peu l'apparence du truc. Vous avez votre wallet en bitcoin, vous venez flasher un QR code qui contient la transaction bitcoin que vous devez faire, qui a été calculée par un partenaire de paiement, et le tout pour un montant prédéfini en avance, qui est par exemple 10 euros si vous voulez payer votre repas. Donc, on a essayé de rendre le process le plus simple possible, parce qu'on s'est dit que le défi n'est pas forcément technologique, il est plutôt dans l'usage. Comment faire en sorte de rendre des solutions plutôt complexes accessibles à tout un chacun. Donc, en fait, là, on a passé le plus de temps de notre côté, c'est plutôt développer l'interface utilisateur et la rendre vraiment facile, pratique, rapide, qui ne plante pas trop, qui se comporte bien même quand ça plante, qui informe quand ça va mal. Tout ça en fait c'est une tannée et ça prend beaucoup de temps à faire. La partie paiement on l'a faite en... Enfin ça là, la partie QR code et tout, c'est 2 semaines et tout pété. Et il faut 6 mois pour faire tout le reste. En termes de flux, parce que peut-être que vous ça vous intéresse. Bon, en gros voilà, pour vous montrer un peu les étapes. Vous avez votre porte-monnaie dans les mains. Vous allez venir scanner un QR code, vous allez envoyer des bitcoins sur le compte bitcoin d'un commerçant, ici. Et donc là, vous avez fait votre paiement. Mais le commerçant, du coup, les bitcoins, il n'en veut pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'on les met à disposition tout de suite sur une plateforme de change qui s'appelle Premium, en l'occurrence. Cette plateforme de change, elle va mettre cet ordre sur le marché. Bonjour, j'ai 0,01 bitcoin et je voudrais 10 euros. Donc là, c'est un ordre qui passe. Et puis un marché, c'est quoi? C'est la bourse, c'est une somme d'individus qui se mettent au même endroit et qui chacun ont des volontés d'achat ou de vente. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer cet ordre et puis il y a un autre individu à un moment qui va avoir envie de l'inverse en fait. Ah bah moi j'ai 10 euros et je voudrais justement 0,01 bitcoin. Donc au début, démarrer ce genre de système, c'est un peu compliqué parce que vous manquez un peu des deux côtés. Et aujourd'hui, avec les volumétries qu'on a, ça devient de plus en plus facile d'avoir accès à une certaine fluidité de conversion. Ensuite, donc, ça arrive sur un compte euro qui est hébergé par Lemonway, qui est une banque, elle-même hébergée par BNP. Donc au final, on retrouve les mêmes. Et de l'autre côté, vous avez la banque commerciale type classique, Crédit du Nord, BNP, etc. Notre équipe actuelle, donc vous avez moi, il y a, on voit pas très bien, Laurent qui vient de l'Epitech, Kevin qui est en train de faire Aston, et Kevin aussi qui vient de nous rejoindre. Bon, comme vous pouvez le voir, on est plutôt tech. Ça nous permet de faire des solutions qui tiennent la route. Et nos clients ont une grande confiance dans ce qu'on fait parce qu'on a tendance à répondre aux promesses. Notre modèle économique actuel, si ça vous intéresse, aujourd'hui on est plutôt sur les 2 premiers. Donc ça correspond à quoi? Le conseil, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire que grosso modo on vient expliquer ce à quoi sert Bitcoin, ce à quoi ça ne sert pas, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Par exemple, si vous voulez utiliser Bitcoin pour stocker des téraoctets d'archives vidéo, c'est une mauvaise idée, à moins que vous soyez prêt à payer très cher. L'intégration, c'est-à-dire que grosso modo, on a à nos clients qui ont en général envie de tester le truc, et de se dire bon bah ok, on a compris à peu près ce que c'était, maintenant on voudrait se faire les mains. Donc l'idée c'est de faire des prototypes, c'est d'intégrer, d'abord on fait des prototypes, puis après l'idée c'est de l'intégrer dans leur système réel
et leur donner accès à la technologie Bitcoin blockchain ou même Ethereum, si ça vous parle, pour bénéficier un peu de ces possibilités au sein même de leur infrastructure. Et le dernier, on s'est dit que pour aller plus vite dans cette démarche, comme nos clients n'ont pas forcément de compétences internes pour pouvoir faire du Bitcoin, on s'est dit qu'on pourrait leur louer notre infrastructure et leur donner accès à ces ressources avec des compétences plus classiques, de type API REST. Ça vous permet en fait de ne pas avoir besoin de comprendre finement comment fonctionne Bitcoin, blockchain. Vous faites appel à un prestataire comme nous, qui vous donne accès à cette infrastructure, et puis en gros, vous êtes facturé à l'usage. Ça permet d'avoir un temps de développement plus court et d'avoir accès plus vite à cette technologie et aussi de découvrir plus vite qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais dans le cadre d'usage réel. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant, techniques ou autres. Il y a une première question. Si on copie le réseau à chaque fois, est-ce que ça signifie que toutes les transactions sont enregistrées et sont accessibles par n'importe qui dans le réseau? Oui, tout à fait. Donc en fait, sur le réseau Bitcoin, le grand livre des comptes, il est transparent. Tout le monde a accès à toutes les transactions de tout le monde. Par contre, vous ne savez pas à qui appartiennent les comptes. C'est des pseudonymes. Les pseudonymes, pour vous faire une idée, ça fait genre 36 caractères alphanumériques. C'est pas trop intelligible. Vous pouvez pas mettre Toto. Enfin, vous pouvez, mais pas que. Il y aura 34 autres caractères à côté. Oui. J'ai deux questions. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents dans le secteur, en France déjà? Oui. Ok. Alors, en France, il y a 2 ans, on était, je sais pas, 5 ou 6 startups. Aujourd'hui, je commence à avoir du mal à les compter. Il va être une petite vingtaine maintenant, je dirais, en France. Nos plus gros concurrents, c'est plutôt au niveau États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu 1 milliard de dollars d'injectés dans une centaine de startups. C'est un peu la folie. Et le problème qu'on a dans ce domaine, c'est que c'est du logiciel. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait. Donc si aux États-Unis ils ont développé leur truc, ils peuvent arriver plus facilement en Europe. Et donc en Europe, je dirais que ça commence à arriver. Il y a Premium, Ledger, et je crois que c'est tout, cette année, qui ont levé de l'argent. Et c'est les premières entreprises en France à avoir réussi à lever de l'argent tout court en fait. Il y a jamais eu avant. C'est la première fois qu'on lève de l'argent. Donc pour nous en France, c'est le début. Pour les États-Unis, ça fait 2 ans que ça se passe. Bon, c'est un peu habituel. Deuxième question. Et du coup, ouais, vous avez des entreprises qui travaillent avec vous ou... Ouais. Aujourd'hui, par exemple, on a Eura Technologies, chez qui on paye nos loyers en Bitcoin. Vous avez Envie de Saison, qui sont une franchise qui appartient à API, le 4e français de la restauration d'entreprise. Donc nous, on paye nos repas chez eux en Bitcoin. C'est trop drôle d'ailleurs de pouvoir payer avec son propre moyen de paiement. Voilà, après, nos premiers clients, comme je disais, c'est des banques. Donc on a Banque Accor, avec qui on travaille, dans la région. Vous connaissez peut-être, ouais, ça vous parle un petit peu. C'est une banque côté retail, Decathlon, Auchan, cet environnement-là. Ils sont issus plutôt de cet environnement-là. Et aussi on travaille avec BNP, qui va vous parler un peu plus aussi. Voilà, grosso modo, on a des clients comme ça. C'est vrai que c'est le début, hein. Ça fait 1 an qu'on existe, on n'est pas encore une multinationale, mais c'est le début et on sent bien l'intérêt qu'il y a pour la technologie. Donc nous on est là pour accompagner. Mais du coup, c'est pas compliqué de... C'est les entreprises qui vous appellent ou vous appelez les différentes entreprises parce que ça va être assez difficile de... Généralement, quand on appelle, ça ne répond pas. Et dans l'autre sens, ça marche mieux. Donc on nous contacte directement en général. Et là, c'est vrai que ça marche un peu mieux. Oui. Comment on peut savoir si un commerçant propose les paiements Bitcoin? Vous avez une carte qui s'appelle coinmap.org qui
qui regroupe tous les commerçants du monde entier qui acceptent le Bitcoin. Si vous voulez voir Euratech sur la carte, vous pourrez. Oui. Vous pensez vraiment qu'on peut trouver un modèle économique stable en Bitcoin sans aucune monnaie tierce? C'est-à-dire qu'il n'y aurait que du Bitcoin, c'est ça? Ouais. C'est une bonne question. C'est un monde entier en Bitcoin, c'est ça? Oui. Ouais. Un modèle économique qui pourrait se Qui tourne autour de ça? qui serait en Bitcoin sans aucune monnaie stable. Ouais, je vois. A priori, si on est dans un modèle où il n'y a que Bitcoin, ce qui se passe, c'est que chaque individu aura une garantie de valeur chaque fois qu'on aura des Bitcoins, parce qu'en fait, vous en avez une part sur 21 millions d'unités, et vous êtes sûr que ça ne va pas diminuer. Vous aurez une réserve de valeur qui est très intéressante. Donc oui, du coup oui, parce qu'avec cette réserve de valeur, on peut faire plein de choses. Petit détail, Bitcoin se subdivise jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Parce qu'un Bitcoin, c'est un peu dur à dépenser pour un café. Je préfère préciser des fois on pose la question. Oui. Est-ce que ça impacte? Ok. Donc la question, si vous avez entendu, c'est en gros le fait qu'il n'y ait pas de créateur désigné. Est-ce que ça pose un problème de confiance, plus ou moins? Non. C'est un long débat. Si vous voulez avoir accès au papier du créateur originel, d'ailleurs, anonyme, vous allez sur bitcoin.com/bitcoin.org/bitcoin.pdf. Vous aurez accès au papier originel, c'est un truc en maths qui fait 9 pages, c'est pas très long à lire. Grosso modo, moi ça ne me pose aucun problème parce que le code de Bitcoin, il est open source. Donc, peu importe qui l'a créé, si le code il est bon, il est bon. Enfin, il n'y a pas de code is law, comme on dit dans notre métier. Le code, c'est la loi. Il n'y a rien de plus fort que le code dans notre domaine. Vu qu'on est sur un système qui n'a pas encore de statut juridique forcément très clair dans tous les pays du monde entier, c'est le code qui régit son comportement. Du coup, moi j'ai plus confiance dans un code de machine pour s'exécuter correctement, plutôt que des systèmes où on a besoin de beaucoup de confiance pour que ça fonctionne. Et parfois, un programme ferait quand même mieux. C'est-à-dire que moi, mes virements, si je veux les faire, je veux juste qu'ils se fassent. Je veux pas qu'on me pose plein de questions sur mon virement de 10 €. Donc, ouais, moi je pense que ça pose pas de problème. Ça a posé de problème, mais ça en pose de moins en moins. Oui. Alors j'ai une question. Utocat, c'est un système de paiement mobile sur smartphone. Ouais. Alors dans le cas où je dispose de mes bitcoins sur votre appli Utocat et que par malheur j'ai perdu mon téléphone, par quel moyen je pourrais récupérer mes bitcoins? Alors, nous, on ne fait pas porte-monnaie électronique. On fait que réception de paiement. Donc, ce qui se passe chez Utocat, c'est que on donne accès à un compte qui peut recevoir, c'est tout, qui est protégé d'accès par un login et un mot de passe. Donc, si vous perdez votre téléphone, prenez un autre téléphone, login, mot de passe, ça réinstalle tout l'environnement. Ce sera tiré de nos serveurs en fait. Nos serveurs n'ont pas le droit d'écriture sur le compte. C'est que nos clients qui peuvent le faire. Nous, physiquement, on n'a pas ces accès-là. Donc, grosso modo, nous, tout ce qu'on fait, c'est stocker des informations qui seront réutilisées par nos clients. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, puisqu'on ne veut pas avoir de problème d'interaction avec un compte bancaire. Oui. Est-ce que vous êtes au courant du problème qu'il y a eu il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, Mangox. sur Mangox, c'est ça, voilà. Il y a eu une grande problème parce que justement, là où on dit code is law, pas de problème avec le code, le problème c'est le physique, le problème c'est les gens. Tout à fait. Du coup, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu? Bien sûr. Ok. Donc Mangox, sachez que c'est un Français qui était à la tête de ça. Ça fait beaucoup rire parce que du coup la France est bien connue dans le monde entier juste pour ça. Alors, d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est moins bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Mangox? Grosso modo, vous avez une plateforme de trading qui à l'origine, il faut le savoir, c'était une plateforme de trade de cartes Magic. Donc, vu que je suis avec une assemblée de geeks, ça peut marcher. Vous devez connaître à peu près ce que c'est. Et donc l'algorithmique était prévu pour trader des cartes. Donc, je vous laisse deviner la fréquence, c'est-à-dire que c'était une par jour.
Et là, ils sont passés à des volumétries magouilles, genre 10 000 à la seconde. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette plateforme, ça a été quasiment la seule au monde à pouvoir trader du Bitcoin pendant un laps de temps assez long. Et du coup, on a tout le trafic mondial des transactions Bitcoin et échanges, etc., spéculation et autres, qui utilisaient Mt. Gox. Donc on a un énorme problème de centralisation. Et ce qui s'est passé n'est pas encore clair. Pour l'instant, c'est un problème informatique. Mais grosso modo, la plateforme s'est fait voler 800 000 bitcoins. 800 000 bitcoins, un demi-milliard de dollars. Après inspection, ils ont retrouvé que 100 000 bitcoins. Et après, je vais répondre après. Et après, en fait, cette plateforme, en fait, il y a des suspicions sur le mauvais management, en fait. Il semblerait que le management était un petit peu était très secret sur sa façon de fonctionner et que ça l'a un peu dépassé cette façon de fonctionner avec la volumétrie gigantesque qui sont pris dans la finance. Il y a peut-être eu, mais ça on ne sait pas, des détournements de fonds. Le problème quand vous gérez une plateforme qui pèse un demi-milliard de dollars et que si vous en allez avec la caisse et que ça vous coûte moins cher que ça, il y a un moment où vous posez la question et peut-être que la question était trop forte, on ne sait pas encore, c'est encore à l'étude. Oui. Faut retrouver. Alors oui, effectivement, ce qu'il y a de pas mal dans cette affaire Mt. Gox, c'est que vous avez accès à la totalité des transactions en Bitcoin et vous pouvez suivre, si vous connaissez les adresses Mt. Gox, et oui on les connaît puisque quand on récupère des Bitcoins de chez eux, quand on les envoie, on sait forcément à la fois d'où ils viennent et d'où on les envoie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un collectif d'individus qui s'est mis à regrouper toutes les informations qu'ils avaient sur Mt. Gox, pour tracer depuis l'extérieur toutes les transactions qui ont été faites in-out. Et ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, ils ont découvert qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été explicitées. Donc en gros, des transactions qui sont là, qui sont certaines d'appartenir à Mt. Gox, mais dont Mt. Gox n'a pas expliqué lesquelles elles sont, pourquoi elles étaient là, et effectivement ça commence à expliquer une partie des bitcoins manquants, une grosse partie. Du coup c'est là que c'est intéressant effectivement. Si une banque fait faillite demain, vous retrouverez juste plumé et c'est tout. Dans le cas de Bitcoin, il y a des traces en fait. Il y a des traces dans tous les sens et physiquement on peut retrouver des choses. Dans le cas d'une banque qui s'écroule, vous avez certes le gouvernement qui vous garantit vos comptes à hauteur de 100 000 €, ce qui est déjà bien pour nous. Et au-delà, si jamais vous êtes au-delà, il n'y a pas de garantie en fait. Donc du coup, il n'y a pas de transparence en fait. On ne sait pas ce qui se passe, on ne saura jamais ce qui sera passé. Vous avez l'affaire d'une banque américaine qui s'est effondrée lors de la crise de 2019. D'ailleurs, je me demande comment c'était Goldman Sachs. Et en fait, on n'aura jamais beaucoup accès à toutes leurs archives, quoi. Tandis qu'avec Mt. Gox, on peut. Donc c'est vrai que ça vient d'un environnement sulfureux. Vous avez aussi Silk Road. Silk Road, c'est une plateforme, c'est eBay. Et leur façon de fonctionner, c'était de dire on ne restreint aucun type d'échange. Tout type d'échange est autorisé. Du coup, je vous laisse imaginer le genre d'échange qu'on pouvait faire là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été en parallèle de l'explosion de la volumétrie chez Mt. Gox. Ouais, je vous laisse deviner aussi pourquoi. Vous avez une plateforme de eBay qui permettait d'acheter et vendre tout et n'importe quoi, qui est devenue tellement populaire d'ailleurs que le FBI a fini par sauter dessus et ils ont a priori démasqué l'étudiant qui était à l'origine de ça. Je crois que même je suis peut-être plus vieux que lui, ce qui est assez marrant. Ultrich. Et du coup, il y a cette image un peu sulfureuse qui est autour de Bitcoin, mais depuis que ces acteurs
ont arrêté de fonctionner il y a 1 an et demi. Je trouve que la tendance elle est plutôt bonne en ce moment. Sur des cas d'usage qui sont très intéressants, qui sont légaux, qui marchent très bien et qui peuvent aider tout un tas de business à fonctionner, qui peuvent aider tout le monde sans avoir besoin de franchir des lignes qu'on n'a pas besoin de franchir. Voilà. Bon. Une dernière, non? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un projet Bitcoin? Vous aviez un bon boulot, je sais pas. J'étais DSI chez Safran. Pardon? J'étais DSI, responsable informatique chez Safran. Je gérais 3 filiales. C'était pas mal. C'était des petites filiales. 90 utilisateurs. Grosso modo, j'étais en charge de toute l'infrastructure informatique de trois entités. Donc tout ce qui est laptop, serveur, maintenance, wifi, câblage, etc. Donc vraiment de A à Z, parce qu'il n'y avait que moi. C'était un job très intéressant, qui était bien payé. Mais le fait est, c'est qu'on se rend compte qu'on a toujours un chef. On a beau être le plus haut possible dans la hiérarchie, il y a toujours quelqu'un dessus et toujours. Et mais même maintenant d'ailleurs, je connais toujours. Mais je trouvais que j'avais une liberté d'action qui était franchement restreinte. Et la plupart des projets que j'avais voulu initier n'ont pas abouti par décision interne. Il y en a qui ont abouti, qui ont bien marché, donc j'étais content. Mais 3 mois après que je suis arrivé, mon budget était coupé en fait. Enfin, 3 mois après que j'ai eu le poste. Parce que j'étais en chef de projet, je suis passé DSI après. Et j'ai trouvé que je perdais mon temps en fait. Parce que le gros problème de là où j'étais, c'est que je risquais de perdre des compétences. Donc, certes, c'est bien payé, mais si tu perds des compétences, par la suite, tu peux plus bouger en fait. Et donc, je trouvais que c'était pas bien. Et je me suis demandé un petit peu comment gérer cette situation. En 2009, en sortie d'école, je voulais créer ma boîte, mais j'ai pas pu le faire pour des raisons financières. Je préférais devenir salarié pour remplir les caisses, puis après faire. Du coup, il y a cette petite idée qui est remontée déjà. Et puis après, il faut savoir que pour monter sa boîte, il ne faut pas attendre d'avoir la bonne idée. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'attendre la bonne idée. Oubliez. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut y aller, point barre. Il n'y a pas d'attente de la bonne idée parce que c'est simple, votre idée, aussi bonne soit-elle, elle sera mauvaise. Quoi qu'il arrive. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à force d'interagir avec d'autres personnes à qui vous vendrez potentiellement votre service qui va changer votre idée en quelque chose qui sera utile et que les gens voudront. Alors, utiliser et ensuite payer. Et d'abord utiliser et après payer. Ça dépend comment vous faites, il n'y a pas de parcours classique, mais voilà. Donc, moi, dans cette démarche, je me suis dit, c'est quoi la techno du moment qui me ferait plus plaisir d'utiliser? Bitcoin. Quelle est la deuxième techno du monde qui me plairait le plus? C'était les imprimantes 3D. Donc pour moi, il y avait deux technologies que j'aurais pu choisir. Et comme à ce moment-là, Bitcoin a fait un x10 dans son prix, j'ai fait on va partir plutôt par là. Oui. Comme tu t'avais le droit à un stage, est-ce que vous prenez des stagiaires à l'hôpital? Oui. Je prends des stagiaires, d'ailleurs là on en a un qui va finir mi-janvier. Je connais pas vos plannings, mais si vous pouvez toujours m'envoyer votre CV sur mon adresse. Après, vous avez en ce moment on a des besoins. Je ne sais pas combien de temps sont les stages d'ailleurs. 3 à 5 mois. 3 mois, 5 mois. D'accord. Ok, ouais. Et j'imagine que c'est l'été, non? Ouais. Ça commence début avril. Ok. Ouais. Si tout se passe bien, on aura un gros client qui aura signé, on aura du boulot à plus tard. Du coup, ouais, n'hésitez pas. Si vous voulez vous former sur la techno. Alors, grosso modo, puisque vous êtes info, je vais vous parler un peu de nos technos. C'est peut-être ça qui va vous intéresser. Donc, on fait du Bitcoin, on fait de l'Ethereum. Ethereum, c'est un dérivé qui permet de, plutôt que de stocker une information simple dans le champ commentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut stocker des programmes
Et ça ouvre des possibilités un peu folles de type entreprise qui se gère toute seule. Voilà, je parle de ça et j'arrive là, il y a plein de choses entre deux. Donc voilà. En termes de techno, on est spécialisé JavaScript. Donc Node.js, AngularJS et tout ce qui finit en .js. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, on a trouvé que pour le back-end et le front-end, ça marchait bien. Et que tant qu'à faire, une fois qu'on est expert d'un côté, les comportements de JavaScript sont un peu les mêmes partout, donc on peut s'en servir dans tous les sens. Sinon, on fait de l'Android, de l'iOS. Qu'est-ce qu'on a? Un tout petit peu de PHP pour faire de l'e-commerce. Voilà, pour les techno, je crois que c'est tout. Ouais, après on gère nos propres machines Linux. Le tout est hébergé chez OVH, si ça vous intéresse. On a du routing réseau, mais bon, ça c'est des trucs qu'on fait une fois et voilà. On a tout ce qui est load balancing, tout ce qui est répartition de charge. On met ça en place doucement parce qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup besoin, mais on se prépare à avoir une techno qui marche bien. On étudie Docker en ce moment. Docker qui permet des usages assez sympas de pouvoir restreindre les périmètres de ce qui ne marche pas et de pouvoir repartir sur une infra en moins d'une seconde, même plutôt de la milliseconde. Donc ça, c'est des technos qu'on utilise qui sont assez sympas. Grosso modo, dans mon équipe, on a des sujets très intéressants. On n'a pas beaucoup de moyens, je ne vous le cache pas, mais en tout cas, l'ambiance est très bonne au niveau technique. Et on devrait avoir une place pour un stagiaire et on va peut-être recruter un doctorant dans l'année à venir. Voilà, à peu près pour les perspectives. Et vous êtes installé à Euratech, c'est ça? Pardon? Vous êtes installé à Euratech? On est installé à Euratech, ouais. On est en accélération depuis juin. Merci à vous.